Bonjour à tous. Je reviens après une petite semaine d'absence due à mes nombreuses lectures hebdomadaires. Et justement, cette vidéo fait suite à la lecture d'un livre, celui de Michel Vaujour, qui s'appelle L'amour m'a sauvé du naufrage et paru aux éditions XO. Alors, c'est pas une critique littéraire au sens strict, mais plutôt une réflexion personnelle nourri par son récit euh, sur ce que son parcours dit de la contrainte, de l'abandon et de la liberté. Et on ne va pas parler de liberté tout de suite, puisqu'avant de parler de liberté, euh, j'aimerais parler d'abandon. Parce que l'histoire de Michel Vaujour ne commence ni par la prison, ni par l'évasion, ni même par la transgression. Elle commence par une succession d'abandons. Abandon affectif, abandon social. Tout petit, et depuis tout petit, Michel Vaujour est un homme instable, fragile, sans ancrage solide. Il vit en province dans les années 50, 60, euh, dans une petite ville près de Reims, avec un père alcoolique, violent, dont il aura toujours du mal à supporter la présence. Une mère un peu distante, et puis ses parents l'emmènent chez sa tante, puisqu'ils ont du mal à l'élever, etc. Donc il va vivre une bonne partie de sa vie chez sa tante, chez qui ça se passe très bien. Sauf que cette tante finira par mourir, et le père va finir par récupérer Michel par la suite. Et, euh, et pour fuir ce cadre familial, il va retrouver un, un homme d'église, l'homme d'église de cette petite, de cette petite ville, de ce village, hein, ce petit village près de, près de Reims. Et, euh, et finalement, on va trouver une certaine forme de liberté auprès de cet homme d'église. Le petit Michel Vaujour est épanoui. Il aime bien aller à l'église. Il faisait partie des petits chanteurs. Il s'occupait des animaux, hein. Il avait trouvé une forme de vocation. Et, euh, et malheureusement, ses parents vont déménager pour aller vivre dans une cité HLM de Reims. Donc là, il va quitter tous ses petits copains. Il va quitter également euh, ben, son chien, tout simplement, parce qu'il avait un petit chien dont le père s'est débarrassé. Et il n'y a plus l'homme d'église, il y a plus l'église, il n'y a plus les amis, il n'y a plus le chien, il n'y a plus... voilà. Ce qui pour un enfant, évidemment, peut être assez lourd à porter. Et, euh, et il va finir par rencontrer quelqu'un des années plus tard, être en couple, avoir un enfant, et puis ce couple va battre de l'aile, entre autres. Et il va piquer une voiture pour l'emmener danser, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas les moyens. Et il a vu une voiture moteur tournant, il l'a empruntée pour aller danser, il l'a ramenée, mais bon, il a fini par se faire arrêter. Donc, il faut bien comprendre que justement, cette histoire de Michel Vaujour donc, ne commence ni par la prison, ni par l'évasion, ni la transgression, mais justement par ses abandons successifs. Euh, et justement, c'est dans ce contexte-là
puisqu'il n'a ni capital social, ni capital culturel, il n'a pas vraiment de réseau protecteur, parce que la seule personne qui le protégeait réellement, c'était cet homme d'église et cette tante qui est malheureusement décédée. Et il arrive à travers la relation amoureuse, à avoir une forme de survie psychique, quelque part. Non pas par romantisme, mais plutôt, justement, encore une fois, par peur viscérale de disparaître encore une fois de plus. C'est pour se sentir aussi exister et ne pas être, encore une fois, abandonné. Et donc, c'est justement dans ce contexte, comme je vous l'ai dit, qu'intervient l'acte fondateur, finalement, de tout son trajet et de sa trajectoire de, de, d'irrécupérable, comme diraient les institutions, euh, au travers le vol d'une voiture. Alors, on ne parle pas d'un braquage sophistiqué encore, ni même d'un crime idéologique ou pas, euh, mais plutôt voilà, une voiture empruntée, moteur tournant, et pour une raison encore une fois dérisoire, quoi. C'est assez tragique finalement de cette vie qu'il a eue. C'est juste emmener la femme qu'il aime, eh bien, danser. Le couple vacille, ils sortent jamais, ils vont à l'usine, ils vont à la maison, ils vont à l'usine, ils vont à la maison, il ne se passe rien. Et par peur que sa femme l'abandonne, comme ça peut être le cas avec son père, avec plein d'autres gens, bah voilà, il voit le voiture, moteur tournant, il l'emprunte, il emmène sa femme danser pour sauver son couple qui vacille et conjurer une potentielle nouvelle rupture. Bon, évidemment, le lendemain, il va ramener la voiture, mais il sera arrêté, évidemment. Et tout le monde trouve la sanction assez écrasante. On est aux alentours de 1969-1970 à peu près, hein. Et la sanction, c'est 3 ans de prison ferme avec une interdiction de territoire sur plusieurs départements. Alors j'ai jamais compris pourquoi certains départements étaient interdits, d'autres non. Ça paraît très arbitraire. Et donc cette peine est totalement disproportionnée au regard de l'acte, mais quelque part parfaitement conforme à cette logique de système pénal, totalement indifférent aux intentions, et au contexte, aux trajectoires individuelles. On cherche limite même pas à expliquer le geste ou évoquer une réparation du geste. C'est tu as fait ça, point. C'est-à-dire que, à la limite, utiliser une voiture moteur tournant pour foncer dans la foule ou utiliser une voiture moteur tournant pour aller faire un braquage ou utiliser une voiture moteur tournant euh, pour emmener sa femme danser parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une bagnole ou que sais-je, avec en plus cette forme de psychisme du passage à l'acte pour éviter d'être confronté à sa propre existence, son propre passé, éviter que ça recommence, etc. Essayer de comprendre évidemment le passage à l'acte au sens du psychique. Finalement, tout est pareil et tout a la même peine dans une forme de législation arbitraire, linéaire. Et donc c'est justement là que tout bascule, puisque évidemment la prison ne punit pas seulement un acte, hein, c'est confisquer en réalité la totalité de l'existence de celui qui n'a pas respecté la législation. Donc le temps n'appartient plus à l'individu, l'espace non plus, le corps devient administré en fait, hein, la parole est même surveillée, et puis bah, le futur est suspendu. Le futur est suspendu. Et donc il faut être clair, bah, la prison, c'est l'exemple parfait d'une institution totale où en fait l'individu cesse d'être au sens philosophique, un agent moral, mais devient en fait un objet de gestion. Et en fait c'est précisément cela que Michel Vaujour ne supporte absolument pas.
Et d'ailleurs, ça le prouve par sa première évasion, puisque c'est même pas un projet politique, c'est pas une revendication, c'est en fait un réflexe vital chez lui. C'est une tentative désespérée, au-delà de l'évasion, en fait, de reprendre possession de lui-même. Et pas qu'au sens physique, au sens psychique, moral. Et comme il était assez intelligent et assez malin, il réussissait à s'évader, mais malheureusement, dès lors qu'on s'évade de ce genre de système, la liberté n'est pas pleine et entière. Au contraire, on est encore dans un système carcéral à ciel ouvert de par la cavale. Et bon, étant tout seul, etc., évidemment, la cavale, ça dure pas très longtemps. Donc encore une fois, chaque échec alourdit la peine suivante, durcit le régime carcéral et renferme un peu plus les taux. Donc plus il s'évade, plus c'est pire. Mais en même temps, psychiquement, il n'a pas trop le choix. Et donc on rentre dans une spirale finalement infernale et c'est un cycle tournant. Et la réponse institutionnelle de tout ça à chaque fois, c'est la même, c'est plus de contraintes, plus d'isolement, puisque finalement il fera même jusqu'à 17 ans d'isolement et plus, je crois que c'est aux alentours de 8-9 ans de ce que l'on appelait à l'époque, dans les années 70 qu'en 82, parce que ça a été arrêté en 82, les QHS, les quartiers de haute sécurité, où dans ces QHS on avait lumière allumée H24, parfois tout nu, et où euh, tout était, comment dirais-je, vissé, les tables, tout était en plastique, évidemment pas de possibilité matériellement de tenter quoi que ce soit. Euh, Pas vraiment de fenêtre, du grillage, du béton, 9 mètres carrés, avec des matons qui, dans le cours de la nuit, pour un oui ou pour un non, rentraient dans votre cellule, vous tabassaient et repartaient. Voilà à peu près les QHS avec, entre autres également, par exemple, tout est calculé. À 6 heures, c'est le réveil. Et puis, tout au long de la journée, interdiction de s'allonger. C'est-à-dire que peut-être la seule disposition à quitter ce, ce- ce matériel physique éprouvant était probablement d'entretenir une forme de léthargie au travers du sommeil, interdit. Pareil, entre 6 heures et 18 heures, je sais plus quels étaient les horaires de jour et de coucher, interdiction de s'allonger. À moins d'être véritablement malade, etc. Sauf cas exceptionnel, donc encore une fois dans l'arbitraire le plus total. Et puis, si un prisonnier était vu en train de dormir dans la fourchette d'heures de jour, bon bah pareil, on rentre, on le tabasse et on le sort, quoi. Donc voilà, je crois que même au niveau de la nourriture, etc., c'était nourriture une fois tous les 2 jours. Il y avait un truc cyclique comme ça où finalement il avait de la nourriture dite normale, un plateau repas, etc. Et le lendemain du pain, de l'eau. Et le lendemain de retour de la nourriture normale et le surlendemain du pain, de l'eau. Donc il y avait ce truc-là de véritablement soumettre au plus total l'homme en tant que tel, physique et même psychique et moral, dans cette, euh, dans cette cellule. Il l'évoque d'ailleurs plutôt bien, et c'est même d'ailleurs la philosophie et le yoga, finalement, qui l'a aidé, puisque ça l'a spirituellement euh, envoyé au-delà, son propre intérieur. Il s'est vidé de lui-même, et il le dit lui-même, quand vous arrivez à tout extraire de vous-même, on peut plus rien vous prendre, et quand on peut plus rien vous prendre, vous êtes libre. Donc il a réussi à trouver cette forme de spiritualité et de liberté intérieure dans le yoga, d'ailleurs dans ce QHS. Et encore une fois, voilà, le système ne cherche jamais à comprendre, mais plutôt neutraliser. Et donc peu importe que la peine initiale ait été excessive ou non, peu importe l'acte de départ soit dérisoire ou non, une fois entré dans cette machine, l'individu n'existe uniquement et n'existe plus que comme un problème à contenir. Et donc, d'évasion en évasion, ce Michel Vaujour ne devient pas plus libre
au sens romantique du terme, puisque, bah, comme évoqué précédemment, la cavale, c'est pas du tout un espace de jouissance, c'est la peur permanente, la clandestinité, la dépendance en plus à ceux qui acceptent d'aider, on n'a pas tellement le choix non plus. Donc la liberté ici n'est ni confortable, ni glorieuse, elle est, moi je dirais, elle est nue. Elle est nue, cette liberté. Et c'est précisément là qu'il est, pour moi en tout cas, essentiel de rappeler que la liberté n'est pas une promesse de bien-être, hein. C'est pas une récompense, c'est pas une garantie, c'est uniquement l'absence de contraintes imposées. D'ailleurs, vos jours, ils cherchent pas forcément une société plus juste. C'est un acte très individuel que fait Michel Vaujour tout au long de sa vie carcérale. Il cherche justement à ne plus être totalement dépossédé de lui-même. C'est un acte de rébellion individuelle pour se sauver psychiquement. On est loin, on est loin, par exemple, d'un Jacques Mérine, par exemple, qui utilisait incarcération, les livres, puisqu'il a écrit des livres pour, à la fin de sa carrière, si on peut dire carrière, mais carrière de gangster, à rejoindre des milices révolutionnaires. Voilà, on est vraiment sur un parcours de liberté totalement individuelle et de sortir de ce joug-là de la prison et même de sa propre prison qui s'est créée à l'intérieur de lui. Donc, encore une fois, bon, oui, il va être facile de dire, bon, il avait qu'à respecter la loi de toute façon. Bon, d'accord, mais avec ce genre de discours, on va pas très loin. Mais moi, ce qui me dérange dans cette phrase, il n'avait qu'à respecter la loi, cette phrase suppose systématiquement que la loi est toujours proportionnée, toujours légitime et toujours compatible avec n'importe quoi, la dignité individuelle par exemple. Sauf que moi je fais pas cette hypothèse. Enfin, il est important de rappeler que la légalité n'est pas la justice et que l'obéissance n'est pas une vertu en soi, absolument pas. Mais ce qui est intéressant aussi de se rendre compte, c'est que Michel Vaujour, par exemple, ne nie jamais ses actes. On ne l'entend jamais se poser en victime, sauf au début. Et encore, c'est-à-dire que ce qui réfute, c'est pas son acte en lui-même. Puisqu'il a été arrêté, il a dit bah oui, j'ai piqué la bagnole, voilà, j'ai fait le con. Ce qu'il ce qu'il a du mal à assumer pleinement, ce n'est pas son acte à lui, mais la peine choisie par d'autres pour lui, qu'il trouve dès le début totalement disproportionnée. Et il assume en revanche complètement ses choix. Et ce qu'il refuse aussi, c'est bah, l'idée que sa vie puisse être entièrement confisquée pour un acte qui au départ relevait bah, voilà, de la détresse humaine, que d'une forme de criminalité rationnelle, comme beaucoup, où c'est volontairement outrepasser les lois, puisque on était loin de ça, quoi. C'est vraiment un passage à l'acte de détresse émotionnelle, tout ce qu'on veut, quoi. Et donc ce refus est profondément politique en réalité, même si intérieurement, même s'il il est jamais formulé comme tel, il y a quand même, on comprend qu'il y a un petit truc sous-jacent. Mais ce qui est intéressant de remarquer, et ce que son parcours montre, c'est que l'État ne punit pas seulement des actes, mais il produit des trajectoires en réalité irréversibles.
puisqu'une peine disproportionnée engendre de facto une envie de fuite, probablement une fuite, la fuite qui engendre ensuite une aggravation, et l'aggravation qui justifie encore une fois un contrôle renforcé. Puis de nouveau, ce contrôle renforcé, étant disproportionné, engendre une fuite, fuite qui engendre de nouveau une aggravation qui justifie de nouveau un contrôle encore plus renforcé. Et le cycle ne se referme jamais, en réalité. Et donc, c'est une démonstration assez limpide, finalement, sa vie en tant que telle, carcérale, est une démonstration limpide que plus une institution est puissante, euh, moins en réalité elle est capable de nuances. Elle fonctionne par catégorie, pas par individu. Et il est important de rappeler quand même une chose essentielle. Michel Vaujour ne se considère pas comme un héros et n'est pas un héros. C'est pas un exemple à suivre. Mais c'est un cas limite. Et son parcours de vie au sens existentiel, ses combats personnels, intérieurs, psychiques, sont là intéressants à analyser. Mais pas tant ce circuit de gangster. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est comment cet homme fait et va faire pour se, comment dirais-je, se libérer totalement de son incarcération physique et intérieure. C'est un homme qui pousse, on le voit dans le bouquin, hein, jusqu'au bout, euh, cette logique que la plupart des gens n'osent même pas regarder, quoi, celle de la liberté comme rupture totale, avec tout ce que ça implique. La solitude, la peur, la responsabilité. Et donc, au travers de son livre et surtout de tout son parcours finalement philosophique, mais ça prouve que bah, la liberté n'est pas juste en soi. Il ne prouve pas qu'elle est, comment dirais-je, souhaitable dans l'absolu. Il prouve simplement qu'en fait, cette liberté, bah, elle est réelle et quelque part, elle a un prix dans cette société. Donc, il ne réclame rien. euh, il, au bout du bout, il ne demande même pas la clémence. Mais il rappelle quand même une chose simple, c'est que bah, quand la contrainte devient totale, bah, la seule réponse possible, c'est la fuite. Et la fuite, euh, peut-être physique, mais il l'a montré aussi finalement à terme, puisque ce qui l'a vraiment, je dirais pas calmé, mais ce qui l'a, oui, en quelque sorte calmé de cette envie de vengeance sur cette société carcérale, sur les institutions, sur lui-même, sur ce combat, cette forme de guerre qu'il avait en lui-même. Finalement, bah, encore une fois, c'est un peu comme dans toutes les histoires, mais c'est l'amour, et c'est ce qui fait aussi le romantisme de son histoire. C'est-à-dire qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a bah, qui l'a libéré de ses démons, et puis il a fini par sortir par la grande porte. Et c'est là où il se réclame aujourd'hui totalement libre, en réalité, et a raison d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez fascinant, oui et non. C'est-à-dire que dans beaucoup d'histoires, l'amour finalement sauve. Donc c'est pas tellement original, mais c'est assez fascinant de voir la récurrence de cette chose-là et le fait de s'en sortir au travers de la philosophie, du spirituel et de l'amour. Voilà, pour moi, à force de lire et de comprendre et de discuter, et même au travers d'expériences de vie, c'est de me rendre compte qu'il y a quand même trois piliers assez poussés pour se sauver finalement un peu de soi-même, quoi. C'est ça, c'est
C'est la philosophie, la spiritualité et l'amour. Les trois, ou un des trois, ou deux des trois. Mais on retrouve souvent ces trois prismes dans toute forme de liberté. Et là, en l'occurrence, ça a été les trois pour Michel Vaujour. Donc, si vous êtes intéressé évidemment par ce parcours de vie, eh bien, je vous recommande vivement ce livre qui s'appelle L'amour m'a sauvé du naufrage de Michel Vaujour. C'est aux éditions XO, c'est sorti en 2019. Ça doit faire à peu près, je crois, entre 400 et 500 pages. C'est quand même un gros volume, mais très intéressant parce que c'est écrit de manière parfaitement. C'est écrit avec les tripes en fait, quoi. Et puis de manière assez complète, avec beaucoup de détails. Et puis moi, pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai pas été pris dans un livre comme j'ai été pris là, finalement. C'est-à-dire qu'au bout de 10 pages, j'étais déjà plongé dedans, j'étais à côté de lui. C'est tellement bien raconté qu'on suit finalement son parcours de vie avec lui. On n'est même plus dans le regard un peu extérieur du ok, il explique, mais on sent un décalage. Non, on est totalement avec lui à chaque fois, que ce soit dans l'enfance, dans l'incarcération. On ressent totalement l'incarcération avec lui. Et j'ai eu assez rapidement cette forme émotionnelle et morale, des fois, de m'insurger, parce que j'avais l'impression que c'était aussi quelque part pour moi, quoi. C'est-à-dire que j'étais enfermé avec lui et j'avais cette pression aussi qui fait que finalement, quand il s'évade, on est pris aussi dans l'évasion et, euh, et il y a quand même pas mal de moments où l'émotionnel prend le dessus, quoi, finalement, sur la logique. Et je trouve ça assez sympa de passer émotion à la logique, de retourner à l'émotion, puis de retour à la logique. C'est formidablement bien foutu. C'est une très très belle autobio. Elle est très bien racontée. Puis il le dit lui-même, à force d'écrire des lettres en prison, machin, etc., il a adopté une forme de littérature. Puis il a eu l'occasion de lire beaucoup de livres, notamment au travers de Stéphane Zweig, comme Le joueur d'échecs, il en parle d'ailleurs. Et, et finalement, ce- 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 cette écriture, cette littérature intensive qu'il a vécue pendant plus de 20 ans en prison, j'imagine que tout ça fait de lui aujourd'hui un très bon écrivain finalement, parce que le livre est formidable, quoi. C'est très bien écrit, etc. Donc je vous le conseille fortement, ce bouquin, si évidemment cette idée de la philosophie, spiritualité et comment un homme peut s'en sortir dans des conditions comme ça, je vous le recommande. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement.